J'ai atteint un degré de douleur qui était tellement fort, tellement puissant, qu'à un moment, le cerveau, il dit stop, il dit c'est bon, j'en ai trop là, j'arrête tout. Et je pense que je suis né optimiste. Je pense que j'ai cette énergie-là et je peux l'offrir aux gens. Et je pense qu'on l'a tous en nous. Mais tant qu'on n'en a pas besoin, elles rentrent dans notre train-train quotidien. Quand le président de la République m'a remis la Légion d'honneur, je suis venu avec ma famille, mes amis et tous ceux qui m'ont aidé. Je regardais pas le truc, j'ai regardé eux, leurs yeux. J'étais heureux pour eux. Tu vois, avant de faire du sport, je prenais une tonne de médicaments. J'étais un sportif canapé. Et donc, j'étais dans mon canapé, j'avais mal au dos. Donc je prenais un médicament pour le mal de dos. Ce médicament pour le mal de dos me donnait un mal de ventre, donc je prenais un médicament. Et depuis que je fais du sport, je prends 0 médicament. Les médicaments, ça n'existe plus pour moi. J'ai jamais écrit ma conférence. Maintenant, je dis que c'est une conférence spectacle parce que c'est un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'on rigole, on pleure, on rigole, on pleure, on rigole, on pleure pendant 1 heure. C'est vraiment un gros moment de partage. Et ce que j'aime dedans, c'est offrir mon énergie aux gens qui sont en face de moi. Et alors en termes de défi, le premier très grand défi que tu te fixes, c'est de vouloir traverser la Manche à la nage. Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un symbole du dépassement de soi, un aventurier et sportif hors pair, Philippe Croison. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Alors, tu es un pionnier du handisport en France, et pas seulement. Tu es un homme d'exploit. Tu n'as pas fini de nous étonner, j'en suis sûr. À 26 ans, tu subis un grave accident qui a occasionné l'amputation de tes 4 membres. Un tel drame aurait pu engloutir la plupart des gens, mais avec la force surhumaine qui te caractérise, tu t'es relevé et tu as accompli un nombre de défis absolument impressionnants. Très rapidement, je mentionne donc que tu as traversé la Manche à la nage, quand même. Tu as relié les 5 continents à la nage également. Tu as battu le record de profondeur de plongée pour un amputé des 4 membres à 34,50 m. Tu es devenu pilote sur le Rallye Dakar et aujourd'hui, tu es chroniqueur sportif et tu inspires toute une génération de managers, dirigeants, en étant également conférencier. On va vivre avec toi ce parcours et surtout tes motivations, tes émotions, tes apprentissages de pionnier. On a 45 minutes pour ça. Et pour vous, derrière l'écran, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les émissions, nos réseaux sociaux et du contenu exclusif sur lespionniers.tv. Quant à nous, Philippe, c'est parti. On commence par ton parcours. Ok. Tu es né en 1968 à Châtellerault. Tu m'arrêtes quand s'il y a des Tout va bien, informations. jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Dans le département de la Vienne, tu es fils d'ouvrier, tu as une enfance modeste, ton parcours scolaire est plutôt chaotique jusqu'à 16 ans, puisqu'à 16 ans, tu es analphabète. Tes parents veulent d'ailleurs que tu sois charcutier traiteur, donc tu fais un CAP. Tu fais ensuite ton service militaire et tu es papa très jeune, à 18 ans. Exactement. Comment est-ce que tu décrirais cette jeunesse, cette époque de ta vie ? Je dirais, je sais pas, normal, j'en sais rien, si on peut appeler ça normal. Moi, les souvenirs que j'en ai, c'est surtout ma grand-mère. Enfin, moi, mon refuge, c'était chez ma grand-mère, à Châtellerault. Elle m'a élevé quand j'étais petit, et même quand j'étais grand, et même aussi quand j'étais raccourci. Ma grand-mère a toujours été à mes côtés, quoi. Elle m'a toujours, voilà. Donc, c'est plutôt des souvenirs d'enfance que plutôt des souvenirs d'adolescent. Mhm. L'adolescence, pour moi, ça a pas été terrible. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, mes parents voulaient que je sois charcutier traiteur. J'ai fait ça pendant 2 ans. Moi, je voulais être menuisier ébéniste. Donc, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, échec scolaire toute ma vie. Et quand je sors de là-dedans, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je deviens papa très jeune. Donc, je rentre à l'armée. Je fais un service long pour essayer de gagner un peu de sous, pour essayer de faire vivre ma famille déjà. Et quand je rentre au Fonderie du Poitou, tout de suite. D'abord intérimaire et après engagé, embauché. Et je me dis, si je fais un petit flashback en arrière, tout ça pour expliquer que je me suis toujours adapté depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que je me suis adapté avec mes grands-parents, je me suis adapté à l'école, je me suis adapté dans le monde ouvrier, et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire des rapports ? Donc je prenais les rapports des autres, je regardais comment c'était écrit, ainsi de suite, tu vois, j'essayais de trouver des solutions. Et là, je me suis dit, mais je peux pas faire ça toute ma vie quand même. Et là, je travaillais de nuit, je dormais le matin, et l'après-midi, j'allais à l'école, et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc tu rattrapais l'école. Pour rattraper tout, voilà, exactement, tout ce que j'avais pas appris. Il m'a fallu 4 ans d'école l'après-midi, et pour arriver à avoir un diplôme. Et après, j'ai monté dans l'entreprise, j'étais devenu radiologue, je passais les pièces à la radio, comme un squelette humain, sauf que c'était des culasses de voiture. Et là, et après, j'ai démonté une antenne de télévision. Et du jour au lendemain, donc tu l'as dit, en 1994, tu as 26 ans et tu te fais électrocuter sur le toit de ta maison. Alors l'histoire la voilà. Alors que tu démontes l'antenne de télévision de ta maison, elle touche la ligne à haute tension.
tu es électrocuté. Si la première décharge de 20 000 watts te tue sur le coup, la deuxième te réveille, te ramène à la vie. Il y a malheureusement une troisième décharge qui, elle, dure très longtemps. Jusqu'à l'arrivée des pompiers, ta femme enceinte et ton fils assistent impuissants à ta combustion, puisque oui, tu as pris feu. Ensuite, 2 mois après le choc, tu te réveilles, tu es amputé des 4 membres. Exactement. Alors cette histoire, c'est quoi maintenant pour toi? C'est un lointain souvenir, tu la racontes encore beaucoup, forcément. Mais... Oui, dans mes conférences, obligatoirement, je suis obligé de passer par là pour commencer à expliquer le début du parcours pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Mais oui, pour moi, c'est... et le cerveau a une capacité extraordinaire, c'est d'effacer la douleur. C'est-à-dire que j'ai atteint un degré de douleur qui était tellement fort, tellement puissant, qu'à un moment donné, le cerveau, il dit stop. Il dit c'est bon, j'en ai trop là, j'arrête tout. Et j'ai des brives de souvenirs, tu vois, quand je me réveille, que la douleur est là, mais c'est vraiment des brives. Il n'y a plus vraiment de souvenirs très, très forts. Et alors, qu'est-ce que tu penses au centre de rééducation et qu'est-ce qu'on te dit quand tu arrives là-bas? Alors déjà, quand j'arrive là-bas, on me dit, parce qu'il faut savoir que Grégory, mon deuxième garçon, il est né 2 mois après l'accident. Quand je me réveille, quand j'arrive au monde une nouvelle fois, Grégory arrive au monde en même temps que moi. Donc c'est ce qui va me donner cette énergie pour décider de vivre pour mes 2 garçons et pour moi. Et là, je vais me battre comme un fou, mais vraiment comme un dingue. D'ailleurs, on voit là, ça c'est Jérémy, ça c'était avant l'accident, quand il était tout bébé. Et son petit frère est arrivé longtemps après. Quand j'ai eu mon accident, Jérémy, il avait 7 ans. Et Grégory, donc, est né 2 mois après. Et quand j'arrive au centre de rééducation, le médecin-chef, il me dit, écoute Philippe, dans l'état où tu es, on pense que ton petit bébé marchera avant toi. Et ça, tu l'as bien compris, c'était pas trop le genre de qu'il fallait me dire. Challenge. Non, mais ouais, tout de suite, c'est mon challenge. Tout de suite, à partir de ce moment-là, quand je vais rentrer au centre de rééducation, je vais fonctionner par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais un objectif pour continuer à avancer. Et j'ai regardé ce médecin-chef, je dis, vous savez quoi? Dans 5 mois, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Dans 5 mois, il faut que je sois debout pour ma grand-mère. Il m'a dit, ça va être compliqué, mon garçon. Je dis, bon, on verra bien. J'avais 2 heures d'éducation le matin, 2 heures l'après-midi. Et là, 4 mois après mon arrivée, j'ai fait mon premier pas devant mon petit garçon. Personne ne pensait que j'allais y arriver, mais j'ai fait mon premier pas avec des prothèses qui étaient horribles, en plâtre, avec un tube en fer et un pieu en bois. Bienvenue en 14-18. mais c'était vraiment les prothèses, on appelle ça les prothèses monoblocs, c'est pas des prothèses qui sont faites pour marcher, c'est juste pour se verticaliser. D'accord. Et là, 4 mois après, je fais mon premier pas. Et 5 mois après, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Je retourne à Saint-Rémy-sur-Creuse, dans le village où j'ai eu mon accident. La salle des fêtes est pleine à craquer, il y a toute ma famille, tous mes amis qui sont là. Personne ne savait que j'arrivais, hein. Je leur fais la surprise. Il n'y avait que mon père et mon frère qui le savaient. Je fais les 300 km en ambulance, on me met ces 2 grosses prothèses monstrueuses, on me plante devant la porte de la salle des fêtes, mon père me tient d'un côté, mon frère de l'autre pour pas que je tombe. Les 2 portes s'ouvrent grand, je fais oh zut, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex, moi. Et là, j'ai vu ma grand-mère tout au bout qui pleurait à chaudes larmes, elle était inconsolable. J'ai mis plus d'une demi-heure pour arriver vers elle. Tout le monde venait vers moi, me faire des bisous, me taper sur les épaules. Et au bout d'une demi-heure, j'ai attrapé ma mamie, je lui ai fait un gros câlin. Et j'avais réussi mon premier pari dans ma vie, marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? Et surtout, c'est quoi nos objectifs? Et à partir de ce moment-là, plus rien va m'arrêter. Alors, tu es passé par quelle phase à ce moment-là? Parce que t'es pas arrivé, revenu avec les exploits qu'on a évoqués en début d'émission directement. Il y a eu des phases justement d'évolution. C'est surtout le plus dur dans mon accident, c'est pas quand j'ai reçu la facture. Enfin, la facture EDF, c'est un autre détail, mais ça, c'est pour la vanne. D'accord. Le plus dur, ça peut être cher. Ouais, ça va, ils ont branché le compteur en bas de l'échelle pour voir combien je consommais. Mais le plus dur, ça n'a pas été l'accident ni le centre de rééducation, c'était le retour à la maison. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont vécu le confinement, le retour à la maison, il n'y a rien de pire, surtout quand il n'est pas préparé. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait 2 erreurs. La première, j'ai dit bonjour à une amie, la télévision, dont je me levais le matin vers 14-15 heures. Et pendant 7 ans, j'ai regardé la télé. J'ai rien fait d'autre. J'étais dans mon canapé, j'ai rien fait d'autre. Et ma deuxième erreur, j'ai cru que mon infirmière et mon aide-soignante, c'était mon épouse. Et j'explique dans mon 3e livre, Plus fort la vie, je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. J'avais pas compris la douleur des autres encore. Et quand je suis rentré chez moi, je suis rentré dans les fameuses 5 phases du deuil d'Elisabeth Küpper-Ross. La première phase, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent là maintenant, ça va leur rappeler des souvenirs. La première phase, la négation. On refuse ce qui nous arrive. Le déni, ouais. Mais ouais, on refuse la punition, avec les fameux pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi? Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour nous harceler, pour nous piquer, pour essayer de nous réveiller. Après, tu as la phase de négociation. Pour moi, une fois que le personnel soignant était parti, que la famille était partie, il y a un côté de mon cerveau qui dit laisse tomber, mon gars, c'est fini. Arrête de lutter. Ta vie s'arrête maintenant. Pourquoi tu veux te battre? Et il y a l'autre côté qui dit attends, peut-être que. Ensuite, il y a la phase de dépression, puis la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation.
Mais surtout, les 5 phases que je viens de vous expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps. C'est des modes de pensée Exactement. qui peuvent être, s'éprouver en parallèle aussi. Exactement, ça peut se mélanger. On peut dire, tiens, ça y est, j'ai réussi. Et non, bim, on repasse à la phase de colère d'un coup. Donc, il n'y a pas de vérité. Et alors, en termes de défi, le premier très grand défi que tu te fixes, qui est quand même dingue, c'est de vouloir traverser la Manche à la nage. Ouais. Comment c'est venu l'idée? L'idée, elle est venue quand je me réveille après 2 mois de coma. Après que je décide de vivre pour mes 2 garçons et pour moi, je demande à une infirmière de l'aimer la télévision. Et la première chose que je vois, c'est une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans. C'était la 2e Française à réussir la traversée de la Manche depuis 1875. Elle a fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après, cette gamine, pour réaliser son rêve. Et moi, je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je n'ai pas encore été en centre de rééducation. Et je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Allez, Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage, Marion. Et moi, je suis capté par les images et je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié. J'ai juste oublié comment avaient mes bras et mes jambes. Et je regarde la télé, je dis, pourquoi pas moi un jour. Et 14 ans plus tard, je fais un saut en parachute que mes enfants m'offrent. Ouais. Et là, il y a une journaliste qui est là, qui me dit, c'est quoi votre prochain rêve? Et je lui réponds, je dis, peut-être qu'un jour, je traverserai la Manche à la nage. C'est une bouteille à la mer. À ce moment-là, j'ai 40 ans, je suis gras comme un lardon, je fais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui et je ne sais pas nager. Donc, je lance juste ça comme ça. Ensuite, tu fais cet exploit-là de traverser la Manche à la nage, mais tu relis aussi par la suite les 5 continents à la nage en 2012 et en 2013. Tu ajoutes un autre record, puisque tu fais celui de la plongée la plus profonde pour un amputé des 4 membres, en touchant le fond à 34,50 m. Tu cherchais quoi de plus alors après ton défi, tu dis c'est une échelle, je vais me faire tous les barreaux? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je fais pas une aventure parce qu'il faut que je mène une aventure. Si je fais une aventure, c'est parce que j'ai envie. C'est juste l'envie qui me porte. Tu as eu les envies les unes après les autres. Ouais. Oui, ça s'est égrené. Mais ouais, exactement. Tu n'avais pas un plan. Non. Tu sais, le plus dur, après la Manche, quand on repart en Angleterre en pleine tempête, parce que je suis arrivé en pleine tempête sur le Cap Greenway, enfin, dans les roches et tout, c'était du grand n'importe quoi. Mais on avait réussi l'objectif. Lucie a constaté que j'étais arrivé. Mais le plus dur, c'est quand je repars en Angleterre, il y a 2 sensations qui m'attaquent. La sensation de joie, énorme. On a réussi. Toute l'équipe pleure autour de nous. On a fait un truc de dingue. On a transformé un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes, un gros lardon, en un sportif de haut niveau capable de traverser la Manche. Tu sais que le taux de réussite chez les valides, il est de 10% seulement. Ouais. Il n'y en a que 10% qui réussissent. Et en même temps, un autre sentiment, le sentiment de tristesse. C'est fini. Je vais me séparer de mon équipe. Et c'est pour ça, quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé la Map-Monde et je me suis dit, on peut relier les 5 continents à la nage. Et je suis reparti pour 2 ans d'entraînement avec l'équipe. Une histoire incroyable. En 2017, tu nous surprends encore en devenant pilote sur le rallye Dakar. Alors, pourquoi? Oui, pourquoi et comment t'as fait aussi? Écoute, ça c'est de la faute de Susanna. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait rien fait. C'est quand on mène des aventures, il y a toujours un petit film et on fait les festivals de l'aventure. Et Susanna adore les festivals. Susanna, c'est ma chérie. Elle adore les festivals de l'aventure. Et là, 3 ans plus tard, elle me dit, non, chérie, un matin, réveille, ça fait longtemps que tu n'as rien fait. J'aimerais bien repartir à l'aventure. Et là, je me souviens d'un truc que j'adorais quand j'étais enfant. C'était le Dakar. Ouais. Et là, je lui dis comme ça, je dis, je vais être pilote sur le Dakar. Elle me dit, non, mais sérieusement? Je dis, si, je vais être pilote sur le Dakar. Et encore une fois, je pars avec 0 € dans la poche. J'ai rien. Et j'appelle les ingénieurs. Je commence à monter une équipe à droite, à gauche. Et je leur dis, voilà, il faut transformer une voiture. Vous avez tant de temps pour transformer la voiture. J'ai pas 1 €. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on tourne avec la voiture, qu'on montre ce qu'on est capable de faire pour trouver des sponsors. Et c'est comme ça qu'on a été après sur le Dakar. On voit l'image là. D'ailleurs, un de mes plus gros partenaires a été la Matmut, Michelin et ainsi de suite, parce qu'ils ont vu qu'après j'étais performant. Mais quand je m'entraîne, par exemple, tu vois, avec cette voiture, je m'entraîne avec plein de pilotes différents, plein de copilotes différents. Je m'en vais au Maroc, je m'en vais en Espagne. Je trouve des partenaires pour financer tout ça. Et je monte une équipe. Et à la fin, je dis voilà, toi t'es avec moi, toi t'es avec moi, toi t'es avec moi, et on y va ensemble et on avance. Alors, un de tes mantras, c'est tout est possible. Ouais. D'ailleurs, tu en as même fait un livre. Hein, oui, avec un point d'interrogation. Ah oui, avec un point d'interrogation. Ouais. Alors, d'où vient justement cette détermination? Tu penses, est-ce que tu l'avais en toi? Est-ce que tu es allé le chercher? Est-ce que tu l'as cultivé? Est-ce que tu as fait une excroissance de détermination? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a 2 choses. Il y a déjà ma grand-mère qui m'a élevé. Ma grand-mère a connu la guerre, donc elle m'a toujours élevé en me disant « Souviens-toi de tes racines, mon enfant. Souviens-toi, même quand j'ai eu l'accident, elle est venue me voir à l'hôpital, ma grand-mère. Et elle m'a dit « Reste avec moi, mon petit, je te ferai de la banane écrasée et du fromage blanc, comme quand tu étais petit, toi, elle essayait de me ramener la vie, quoi. » Et je pense que je tiens cette énergie d'elle. Ma grand-mère, elle a 8 enfants. Tu vois, il y avait une grande table de ferme dans la maison de ma grand-mère. Quand il n'y avait que mon grand-père et ma grand-mère à la fin, il y avait toute la famille qui était là, les amis qui rentraient. Il y avait toujours à manger pour tout le monde. La porte était ouverte. Et ça, ma grand-mère me l'a offert, cette énergie-là. Et je pense que je suis né optimiste. Je suis né comme ça. Je pense que j'ai cette énergie-là et je peux l'offrir aux gens.
Et je pense qu'on l'a tous en nous. Mais tant qu'on n'en a pas besoin, elles rentrent dans notre train-train quotidien. Tout va bien. Pourquoi je vais me défoncer? Pourquoi je vais aller plus loin que ce que je suis capable de faire? Ça, c'est vraiment notre problème aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, quand j'ai des rêves, des envies, je sais qu'il va falloir que je me dépasse, qu'il va falloir que j'aille au-delà de ce que je crois être capable de faire. Et Frédéric, je vais t'étonner parce que ce que je vais te dire là maintenant, c'est je suis un vrai feignant. Je suis un vrai feignant. C'est sûr que ça, c'est là, dit C'est comme sûr. ça, après ce On est d'accord. ce qu'on vient d'égrener comme Mais ouais, mais exploit, si j'ai ça pas une paraît, équipe, si j'ai pas une équipe, si j'ai étonnant. pas un coach sportif, si j'ai pas un préparateur physique qui est là pour m'engueuler, qui me dit aujourd'hui tu me fais 100 pompes et tu fermes ta goule, tu vas me faire les 100 pompes, je vais les faire. Et surtout, je dis à mon équipe, je veux pas un mec qui soit là, qui arrive, qui dit oh, ok, t'es fatigué. Ma coach, Valérie, elle m'a dit pendant 2 ans, je serai pas ton ami. Ne me demande pas d'être ton ami. Merci Philippe Croison, c'est l'heure pour nous de nous plonger dans le monde de tes passions. Et on commence par ta passion pour le sport. Tu étais sportif avant ton accident? Non, avant de traverser la Manche, je l'ai dit tout à l'heure, je suis gras comme un lardon, je sais pas nager. La première fois qu'ils m'ont mis dans la piscine, j'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. Ils sont venus me chercher à 4 mètres de profondeur. Parce que j'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager. Je voulais pas la surprise. Parce que quand on veut partir dans une aventure comme ça, si on dit tout, personne ne vous suit, hein, on est d'accord. Ah oui, mais donc c'était Ah quand oui. même risqué. Ah Bon, bah. là, il y avait du monde, du coup. Oui, ils sont venus autour. me chercher à Ils sont 4 venus te mètres quand chercher. Bon. Qu'est-ce que ça représente le sport pour toi alors? Ah, le sport, c'est une énergie de dingue. Enfin, tu vois, avant de faire du sport, je prenais une tonne de médicaments. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais un sportif canapé. Donc j'engueulais les joueurs de foot à la télé, enfin le rugby et ainsi de suite, quoi. Et donc, j'étais dans mon canapé, j'avais mal au dos. Donc je prenais un médicament pour le mal de dos. Ce médicament pour le mal de dos me donnait un mal de ventre, donc je prenais un médicament pour le mal de Oui, ventre. d'accord, c'est un cercle Tu vicieux. vois, c'était un cercle Tu t'en vicieux. sors Et je pas. prenais des médicaments pour dormir. Et depuis que je fais du sport, je prends 0 médicaments. Les médicaments, ça n'existe plus pour moi. Je suis même pas malade l'hiver, quoi. J'entretiens mon corps. Tu vois, j'ai mon préparateur physique, je fais du gainage, ainsi de suite. Je vais nager de temps en temps en mer, puis en piscine parce que je peux plus en piscine parce que j'ai trop mangé de carreaux. Donc aujourd'hui, je continue à faire un peu de sport juste pour garder la forme. Donc pour c'est être un bien, outil quoi. de santé. C'est Ah aussi bah, un outil de résilience. C'est-à-dire oui. que Ouais. ça t'oblige à aller justement aux frontières de l'effort. D'aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire, ça j'aimais à le dire parce que c'est vraiment vrai. Ce que j'ai vécu, c'est ce qu'ont vécu les sportifs de haut niveau qui sont préparés pendant 4 ans pour avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Ouais. C'est exactement la même chose. On se défonce. On se défonce comme des dingues pour atteindre cet objectif complètement fou que personne ne croit réalisable. Et moi, j'aime ça. Moi, tu sais, dans toutes mes aventures, 99% des gens me disent « Mais Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. » Et pourtant, il y a 1% qui y croit, mon équipe et moi. Et on montre à ces 99% de pessimistes que tout était possible. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, et surtout, c'est quoi nos objectifs. Et donc, moi, le sport, pour moi, c'est ça. C'est l'outil de résilience qui m'a vraiment reconstruit. Il y a eu plusieurs outils de résilience dans ma vie, mais celui-là m'a vraiment reconstruit. Il m'a permis d'aller vers les gens, de discuter avec eux, et surtout d'accepter mon nouveau schéma corporel. Tu sais, j'avais peur. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter le monde extérieur. Et le fait d'être à la piscine, en maillot de bain, et d'affronter le regard des gens, au fur et à mesure, les gens m'ont regardé un petit peu de travers, dire le pauvre gars, qu'est-ce qui lui arrive? Il rêve. Et au fur et à mesure, les gens sont venus vers moi et on a discuté. Et aujourd'hui, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Tu sais, je termine toujours comme ça en disant que très souvent, on me pose la question, on me dit Philippe, si tu retournes tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Ma réponse est non. Non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Elle est riche. Ouais. Ma vie est riche. Regarde, je suis avec toi aujourd'hui. 2 voix différentes. Oui. ouais, mais c'est heureux juste aussi. merveilleux. C'est alors c'est la traversée de la Manche. Tu dirais que c'est un de tes défis quand même fondateurs, Ouais. parce que là tu t'es dit ok, donc maintenant j'ai montré que c'était possible, Ouais. et donc je vais pouvoir. Aller- J'avais atteint les limites de ce qu'on croit être capable de faire. Donc après, plus rien peut m'arrêter, quoi. Et rien on se peut prépare m'arrêter. comment? Typiquement, tes journées de préparation, ça ressemblait à quoi parce que ça a duré 2 ans pour 35 heures de natation par semaine, 35 6 heures de gainage par semaine. Autant dire, c'est D'accord. pendant 2 ans, c'est nager, manger, dormir. Toi, il y a eu 2 mariages dans la famille, j'ai pas été au mariage. Ah, J'étais à carrément. la cérémonie, mais j'avais pas le droit d'aller à la fête. Parce que le lendemain matin, je devais nager. D'accord. Tu vois, ma Oui, coach, donc c'est des fois, elle me beaucoup faisait de- faire 9 heures dans un bassin de 25 mètres. De 9 h le matin à 18 h le soir. Et en général, c'était le dimanche. Je tournais en rond comme un poisson rouge. Quand c'était l'hiver, je nageais au lac de Saint-Cyr par du Futuroscope, je nageais pendant 7 heures, il tombait de la neige. Et il fallait que je me prépare au froid de la Manche. Donc c'est pour ça que peut-être que le taux de réussite chez les valides est de 10%, peut-être parce que les gens qui arrivent dans la Manche, peut-être qu'ils ne sont pas assez préparés, mais moi, Oui, c'est j'étais ça. ultra T'étais préparé. ultra préparé mentalement. Mais- Tu t'étais armé aussi avec une équipe autour qui Mais te ouais. pousse, qui te donne confiance. Quand j'appelais Arnaud Chassery ou Jacques Tuzet, les 2 nageurs longue distance avec qui je me suis entraîné, qui avaient intégré l'équipe, 2 gars qui avaient réussi la Manche, je leur disais mes entraînements, ils disaient mais putain, mais même nous, on s'entraîne pas comme ça, quoi. Même nous, on s'entraîne pas. Une fois, je les avais appelés, je dis appelez-moi l'entraîneur, elle est en train de me tuer, les gars, je suis mort, j'en peux plus, quoi. Il l'appelle. Le lendemain matin, j'arrive à la piscine, ma coach est là, elle me dit t'as appelé Arnaud et Jacques? Je dis oui. Elle dit aujourd'hui, tu devais nager 3 heures, t'en feras 5. C'était ma coach. C'est elle qui m'a emmené à la victoire.
C'est toute l'équipe qui m'a emmené à la victoire. Le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Moi, sans mon équipe, je suis rien. Tu t'es aussi occupé récemment des JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tu t'es retrouvé à commenter 4 épreuves par jour sur RTL. Ça t'a plu? Oh, c'était énorme. Ouais. C'était énorme. Mais après, toi, ça, c'est mon défaut. Je suis un petit chien fou. Il y a plein de médias qui m'ont appelé, qui m'ont proposé de faire les Jeux Paralympiques. J'ai refusé. J'ai dit non, on n'en est plus là aujourd'hui. Si vous me faites faire ça, c'est nul. On n'en est pas là. Il faut faire les deux. Et donc RTL m'appelle. Et RTL, c'est quand même ma radio de cœur. Et ils me disent, Philippe, voilà, on veut que tu fasses les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et on veut que tu sois consultant. Ta carte blanche, tu nous fais ce que tu veux. Et là, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et quand je te dis que j'étais un petit chien fou, c'est-à-dire que la première semaine, je veux être partout, je veux tout voir. Donc je fonce comme un dingue. Et la deuxième semaine, le troisième jour, je fais waouh, je tombe dans le lit. Et là, je dis, on appelle RTL, je dis, je pourrais pas me lever, quoi, je suis mort. Ouais. J'étais cuit. J'avais tellement tout donné pendant une semaine et demie que j'étais défoncé. Et donc, il m'a fallu une journée pour me récupérer. Et après, j'ai rattaqué. Et après, les Paralympiques, là, qui ont été aussi merveilleux, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, là, les JO, toi, ta vision de JO, là, par la France, par Paris, c'est... Mais merveilleux. Enfin, les gens, les étrangers, enfin, tous ceux qui venaient à Paris, c'était, tout le monde avait le smile, quoi. C'était beau à voir. Une fête permanente. Une fête permanente. Et puis, après, je pouvais me lâcher. Je pouvais faire des vannes et ainsi de suite. Tu vois, quand on a le droit, par exemple, tu sais, quand il y a eu le triathlon, ils ont repoussé le triathlon plusieurs fois. Donc, à la radio, une fois, j'ai dit, écoutez, un petit message aux Parisiens, s'ils pouvaient arrêter de tirer la chasse d'eau pendant 24 heures, qu'on puisse faire le triathlon, ça serait bien dans la scène. Et ça, c'est moi. Alors, on a un message de la part d'un de tes camarades d'RTL, Philippe Cavrivière, chroniqueur sur RTL, qui a une question pour toi. Merci. Salut Philippe Croison, je suis avec Virgile qui t'a coupé le micro récemment sur un événement. Philou, tu as poussé un coup de gueule, on n'avait pas de secrétaire d'État, on a désormais une secrétaire d'État chargée du handicap. Est-ce que ce serait pas toi le meilleur secrétaire d'État chargé du handicap? Au sport, on met un ancien sportif. Est-ce que pour le secrétariat chargé du handicap, on ne mettrait pas quelqu'un en situation de handicap qui soit vraiment en colère et qui fasse bouger les choses? Je t'embrasse et je te remercie de ta présence pour l'association Léo et pour toutes les grandes causes. Ton cœur est grand et tu ne t'occupes pas que du handicap. Je t'embrasse. Ciao. Ah, c'est une question, ça. C'est une vraie question. Ah, c'est une vraie question. C'est une question. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Pourquoi pas d'engagement en politique? Ok. Je suis costaud pour mes aventures, mais je suis un chamallow. Le problème, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif. Et je t'aime, moi non plus, je pourrais pas. Ce serait trop violent pour moi. Et la politique, c'est ça. Enfin, on voit bien le cinéma en ce moment, même encore aujourd'hui. Enfin, c'est d'une violence sans nom. Ça s'arrête jamais, quoi. Donc, je préfère garder ma libre parole. Quand il y a un truc qui va pas, je vais à l'antenne. Tu sais, c'est très rare quand je pousse un coup de gueule. C'est vraiment très rare. Et quand je pousse un coup de gueule, ça veut dire que là, vraiment, ça va pas. Ça veut dire qu'on s'est vraiment foutu de notre poire. Et au dernier gouvernement, on s'est vraiment foutu de notre poire. Il n'y avait pas de ministère. Et surtout, le mot handicap avait disparu. Enfin, c'était juste d'une violence incroyable. Et c'est pour ça que j'ai réagi. Mais je ne veux pas réagir à chaque fois. C'est que vraiment, quand il y a quelque chose de très scandaleux, j'ai envie d'y aller. Mais admettons que M. Macron m'appelle demain. Il me dit, Philippe, voilà, tu vas être secrétaire d'État aux personnes handicapées. OK. Là, je te fais une fiction. Hein. Je vais dire oui. Je vais arriver au Conseil des ministres, j'y voilà ce que je veux. Ça et ça. Ils vont me dire non. Donc, dans la foulée, je vais démissionner. Voilà, j'aurais fait 24 heures de ministre. Parce que je sais que ce ne sera pas possible. À chaque fois, on le voit bien. Il y a des lois handicap, il y a des choses qui sont faites, mais très souvent, c'est des pansements. On met un pansement, ça va les calmer. Mais tu sais, le gros problème du handicap, c'est que c'est un monde de silence. C'est un monde de silence et de résilience. C'est-à-dire que chacun est dans son coin et il n'y a pas cette capacité à réagir. 12 millions de personnes handicapées, 11 millions d'aidants. Tu te rends compte le nombre de bulletins de vote que ça représente? Si on était capable de se réveiller tous ensemble et de dire attention maintenant, on est un poids. Maintenant, il faut nous écouter. Bon, voilà, c'est le petit message que je viens de faire passer avec toi. Mais non, je ne m'engagerai pas en politique. De retour dans le tête-à-tête des pionniers avec Philippe Croison, l'athlète, l'aventurier, le chroniqueur, le conférencier aussi. Alors, beaucoup d'activités pour toi, Philippe, aujourd'hui. On va les explorer. Alors, tout d'abord, comment est-ce que tu as découvert le métier de conférencier? Waouh, très rapidement, je ne sais pas qu'un jour j'allais être conférencier, honnêtement. C'est après la traversée de la Manche. Il y a des entreprises qui m'ont fait venir. Et pour raconter mon histoire de la traversée, comment j'ai pu m'entraîner, ainsi de suite. Et c'était du grand n'importe quoi. Je partais dans une branche, je repartais dans une autre. Ah, j'ai oublié de vous dire ça, et ainsi de suite. Et un jour, j'ai fait une conférence dans une grosse entreprise. Et il y avait un autre conférencier, il m'a dit, ouais, c'est génial ce que tu as fait, tu prends combien? Je dis, un repas chaud et le train. Il m'a dit, ah ouais, t'es vraiment con alors. Non, mais sérieux. Et là, c'est comme ça que j'ai appris que je pouvais en vivre du fruit de mon travail. Après mon accident, c'était ça. Et aujourd'hui, je fais à peu près entre 100 et 120 nattes à l'année.
C'est du non-stop. 100 interventions par an. Alors, qu'est-ce qui te plaît du coup dans l'exercice? Parce que la première fois, tu l'as fait un petit peu, j'ai envie de dire, par hasard. On t'a demandé de venir témoigner. Et là, maintenant, tu es rentré dans un mode où... bon, j'imagine qu'il y a des choses qui sont rodées et il y a un plaisir de jouer, il y a un plaisir d'emmener la salle. Qu'est-ce qui... Complètement. Tu sais, j'ai jamais écrit ma conférence. J'ai jamais écrit maintenant, je dis que c'est une conférence spectacle parce que c'est un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'on rigole, on pleure, on rigole, on pleure, on rigole, on pleure pendant 1 heure. C'est vraiment un gros moment de partage. Et ce que j'aime dedans, c'est offrir mon énergie. Offrir mon énergie aux gens qui sont en face de moi. Et moi, quand je sors de scène, je suis raide, je suis défoncé, j'en peux plus. Je fais toutes mes conférences debout. Donc, il y a des mouvements, le premier pas, ainsi de suite. Enfin, voilà, c'est vraiment un show. Et à la fin, les gens, ils n'ont pas beaucoup de questions, ils ont beaucoup de merci. Et ouais, c'est ça, c'est offrir mon énergie. Tu sais, des fois, je suis fatigué, je suis pas bien. Une fois que je suis sur scène, je suis plus le même bonhomme. Oui, alors il paraît que tu es une bête de scène, hein, carrément. C'est-à-dire que voilà, les gens en ressortent complètement transformés. L'énergie, ça se démultiplie. C'est-à-dire que si toi tu donnes de l'énergie, tac, tu fais x100 avec l'audience. Ouais, dès que je monte sur scène, ça y est, je suis avec eux, je fais communion et les gens sont partis. Au début, ils ont un petit peu de timidité, mais j'ai une musique punching pour rentrer. Ça, c'était avec des gamins, c'est une photo avec des jeunes dans un collège, parce que j'adore aussi aller voir les gamins, donc c'est que du bonheur. Autant moi, je j'use mon énergie à aller voir les entreprises, et quand je fais une école, je prends de l'énergie, quoi. Parce que les gamins, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, quoi. C'est que du bonheur. Et alors, tu fais aussi de la radio, de la télé, tu es un homme de médias. Pareil, les médias, c'est une autre manière pour toi d'aller démultiplier l'énergie que tu peux apporter à tout le monde? J'aime bien le côté démultiplier. L'autre jour, il y a un de tes collègues qui me dit « Mais comment tu fais pour être partout ?» La même question que toi. Et ma réponse a été « Bah écoute, j'ai réussi ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. J'ai réussi à me couper en 4. » donc, je suis partout à la fois. Et, mais je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime, je fais ce que j'aime. Voilà. Si j'aime pas, je ferai plus. Tu vois, j'ai fait une chronique pendant 6 ans au magazine de la santé, une chronique sur le handicap positif. Ben, à un moment donné, j'ai dit, voilà, c'est plus moi, je m'y reconnais plus, j'arrête, c'est fini. Tu vois, ce que j'ai fait pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques RTL, ça m'a plu, mais j'irai pas au-delà. C'est pas mon truc. Les JO, c'est pas pour tout de suite les prochains. Enfin, c'est 2030, il y en a quand même. Non, mais il y a d'autres trucs, tu vois. Mais on me propose des choses, des fois je dis non, ça me plaît pas, j'ai pas envie. Donc, je fais ce que j'aime, point. Pour transmettre et pour faire bouger les choses, tu vas encore plus loin, puisque tu as lancé l'Académie Philippe Croizon pour les jeunes sportifs. Alors, pareil, question un petit peu classique, mais pourquoi tu as démarré cela et qu'est-ce qui se passe dans cette académie au juste? Théo Curin, qu'on voit en photo, là, il sort de l'académie. Emeline, Pierre, qui a eu la médaille d'or au 100 mètres nage libre et la médaille de bronze au 100 mètres d'eau, sort également de l'académie. Et j'ai plein de gamins. On leur offre ce que moi, on m'a offert, juste l'énergie qu'ils méritent. Tu sais, c'est des gamins capables autrement. Tu sais, aujourd'hui, on nous appelle les personnes en situation de handicap. Mais c'est pas nous. C'est la société qui est en situation de handicap. Si la société est adaptée, je suis un citoyen comme tout le monde. Donc j'aime à dire je suis une personne capable autrement. Et ces gamins-là, ce sont des gamins capables autrement. Vous savez, tous les matins, à 6h, ils sont dans l'eau. À 8h, ils vont au collège ou au lycée. Après, ils vont faire 1 heure de gainage. Ils mangent, ils dorment. Ils n'ont pas beaucoup de vacances l'été parce qu'ils doivent travailler. Parce que leur rêve, c'est de devenir sportif de haut niveau. D'aller au championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde et les Jeux paralympiques. Donc on leur offre ça. Et c'est la première académie handisport privée de France. C'est que les entreprises. Et comment, voilà, tu finances par les entreprises? Exactement. Quand je fais une conférence, le chef d'entreprise, il est là. Je dis, écoute, si tu veux, tu peux devenir partenaire de l'académie. Il y a un ticket d'entrée. Après, il y a une déduction fiscale, ainsi de suite, pour pouvoir aider et surtout, fais de la communication en interne parce que je veux pas seulement que tu m'apportes des finances. Je veux que tu partages ces gamins, leur performance, leur performance dans les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux paralympiques, et que tu la partages avec tes collaborateurs, que tu offres cette énergie que les jeunes ont, que tu la transmettes. Et je veux qu'on partage ensemble, que tu viennes faire des vidéos, qu'on te fasse une newsletter, et qu'on fasse vivre l'académie. Et donc, aujourd'hui, l'académie, elle a besoin de partenaires. Donc, merci de me lancer là-dessus, mais on a toujours besoin de partenaires, parce que plus on aura de partenaires, plus on aura de gamins, pour que la première académie handisport privée de France, parce que tu as plein de gamins, c'est qu'on arrive... Dans les championnats de France, par exemple, avec les camions marqués Académie, les gamins, ils ont les vêtements Académie, les bonnets, ainsi de suite. Tu as tous les petits qui sont là qui disent « Oh, ah mais moi aussi, je veux aller là, quoi. Ouais. » Par contre, il faut qu'ils quittent papa et maman à 14 ans. Tu vois. Et là, c'est dur. Donc, il y a l'aide psychologique, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est la première académie handisport privée de France. Et on aide tous ces petits gamins à réaliser leurs rêves. Ce que moi, on m'a accordé. Juste la confiance qu'ils méritent. Nicolas Sarkozy t'a remis la Légion d'honneur. Comment est-ce que tu as vécu ce moment et avec qui tu as voulu le partager? Alors là, c'était un moment extraordinaire. Quand le président de la République m'a remis la Légion d'honneur, je suis venu avec ma famille, mes amis et tous ceux qui m'ont aidé. T'as rempli l'Élysée?
J'ai rempli l'Élysée, ouais. Au début, je te promets, au début, ils me disent bon, vous avez le droit à 10 invités. Je dis là, il va y avoir un problème. Parce que là, il y a le pilote d'hélicoptère qui est venu me sauver, il y a le médecin urgentiste, il y a tous ceux qui m'ont aidé, le centre de rééducation, toute ma famille, mes amis, qui ont créé une association pour que je manque de rien. Là, on est au minimum une quarantaine. Et on a fait un bus. On est parti de Châtellerault en bus. On est arrivé devant l'Élysée avec le bus. J'avais un ami qui jouait de l'accordéon. Il commence à sortir la garde républicaine. Non, pas l'accordéon. Il va rester là. Et là, je me suis retrouvé avec plein de personnalités. Il y avait des gens, des grands chefs d'entreprise. Et moi, le petit ouvrier métallo. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le président de la République, Nicolas Sarkozy, commence son discours. On lui prépare un discours. Il prend la feuille, il la met en boule, il la jette. Et il me regarde, il dit non. Il dit maintenant, je vais vous parler du gars. Parce qu'on avait passé déjà plusieurs moments ensemble à expliquer ce qu'on avait vécu et tout ça. Et il avait fait une tirade assez extraordinaire. Moi, ça m'avait marqué. Et ce qui m'avait le plus, c'est que je suis venu avec ma famille et mes amis, et surtout avec ma famille, mes parents. Et moi, je regardais pas le truc que j'allais recevoir les journaux. Je les regardais eux, leurs yeux. Ils regardaient l'Élysée, ils regardaient Enfin, j'étais heureux pour eux, quoi. J'étais heureux pour eux. Franchement, j'étais l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. Tu leur as permis ça, tu leur as offert ça. C'était ouais, une manière de les remercier, une manière de partager. Et complètement. Merci, vous m'avez sauvé la vie. À ceux qui m'ont sauvé la vie, à ceux qui m'ont reconstruit, et à mes parents, à ma famille, mes amis, tous ceux qui étaient là, je leur offrais entre guillemets ce cadeau de dire et de leur dire merci à eux, quoi. Donc tu vois, c'est du partage encore une fois, quoi. C'est juste du partage. Merci Philippe Croizon. Il est temps de prendre un petit peu de recul avec l'instant philo. Eh oui. Aujourd'hui, dans l'instant philo, on va parler d'un sujet très important, les aidants. C'est-à-dire tous les invisibles derrière les malades et les personnes en situation de handicap, ou les personnes capables autrement, justement. Ouais, merci. Donc, tu as rencontré Susanna. Ouais. Ta femme, sur un site de rencontre. Exactement. Tu lui as dit directement, dès les premiers échanges, que tu étais amputé des 4 membres. Alors, le premier message, je lui ai annoncé mon premier handicap. Je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort. Je me suis dit, mon gars, ça répond à ça, t'es le roi du monde. Et elle m'a répondu, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé après le mail de dire, j'ai pas fini. J'ai pas fini, il manque encore 2-3 trucs. Elle avait alors 40 ans, elle était maman de 3 enfants. Et elle a décidé de te rejoindre sans savoir véritablement à quoi s'attendre. Elle a alors pris le costume de l'aidante, celle qui accompagne, qui épaule une personne handicapée au quotidien. Il y a combien d'aidants en France ? 11 millions. 11 millions. 11 millions d'aidants qui n'existent pour personne, à part pour ceux qu'ils aiment. Parce que tu sais, l'espérance de vie d'un aidant, c'est 15 ans inférieure à la moyenne normale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surcharge mentale, il y a la surcharge physique, mais la surcharge mentale. Je parle des mamans, des papas qui s'occupent de leurs enfants, des enfants qui s'occupent de leurs parents, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est 11 millions de personnes qui n'existent pour pas grand monde, quoi. Et avec ta femme, Susanna, vous avez décidé de partager ce challenge quotidien dans cet ouvrage magnifique qui s'appelle « Ma vie à deux ». Ma vie pour deux, ouais. Ma vie pour deux, dans l'ombre de héros, une femme. C'est Susanna qui m'a dit un jour, écoute chérie, c'est vrai qu'on était sur une pente un petit peu bizarre tous les deux. On se comprenait plus trop. Je comprenais plus sa douleur. Parce qu'elle a énormément souffert dans l'aventure de la traversée de la Manche et des 5 continents. Et je l'avais perdue. Et elle m'a dit, est-ce que je peux écrire un truc ? Et au début, j'ai pas trop entendu. Elle est revenue coup de poing sur la table et dit, il faut que j'écrive. Je dis, ok, je dis, vas-y, envoie. Et elle a écrit, c'était un exutoire. Et quand j'envoyais à l'éditeur il me dit, oh, Philippe, on peut pas publier ça. Enfin, personne te connaît comme ça, aussi dur, dans tes entraînements et ainsi de suite. Susanna, ce qu'elle a vécu et tout. Je dis, non, mais il faut publier, c'est son livre. Et elle, par amour, elle dit, si tu veux, je peux édulcorer. Je dis, non, on édulcore. Et l'éditeur m'a dit, dans ces cas-là, tu réagis à la fin de chaque chapitre. C'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, il y a marqué mea culpa, mea culpa. Non, il y a un peu plus quand même. Mais voilà, donc c'était... Et la première partie, c'est son histoire, avec la mienne après, comment on s'est rejoints. Et la deuxième partie, elle parle vraiment des 11 millions d'aidants, de cette difficulté de... Tu sais, les 11 millions d'aidants, aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est être reconnus. Dire juste avoir un statut. Un statut des aidants. Ils ne demandent pas à être financés. Hein. Ils demandent juste avoir un statut de dire on existe. Dites-nous qu'on existe. Dites-nous merci. Enfin, on le fait par amour, bien sûr. Mais on est tellement dans le dur. Et quand ils arrivent à la retraite, ils ont que dalle. Ils vivent avec le minimum vieillesse. Ils ont donné toute leur vie pour leur enfant ou leurs parents ou leur mari ou leur épouse. Et derrière, ils n'ont rien. Ils sont à la rue totale, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a ce petit geste à faire de dire ok, on vous reconnaît. Vous avez existé. Pour vos aidants, pour ceux que vous aimez, pour vous aider, pardon. Mais l'État français vous dit merci. Alors, vous levez le voile sur un quotidien qui est très dur, hein, qui ne laisse aucun répit. Est-ce que tu peux nous décrire justement une journée type en couple
entre Alors, une personne aidante et aujourd'hui, c'est un peu la plus personne relax, qui mais aide. c'est vrai qu'à l'époque, quand je m'entraînais pour la Manche, c'était lever à 5 heures du matin. C'est la douche, le rasage, aller prendre le petit-déj, après m'emmener à la piscine, me mettre les prothèses, me mettre dans l'eau, me sortir de l'eau. Susanna, une fois que j'étais dans l'eau, elle allait faire des heures de ménage. Je fais pas Cosette et Thénardier, hein. C'est la réalité des choses, hein. C'est comme ça, on s'en est sorti comme ça. Elle allait faire des heures de ménage pour mettre des pâtes, parce qu'on a 5 enfants. Et le plus gros bébé de la famille, c'est moi. Donc il fallait qu'elle gère aussi les 5 enfants. Donc elle allait chercher les enfants à l'école, elle les ramenait à la maison, elle venait me chercher à la piscine, elle me ramenait à la maison, il fallait préparer les repas. Enfin, la vraie warrior dans toute cette histoire, c'est elle. C'est elle la guerrière. Moi, je suis un mec qui a nagé, qui a monté une équipe, qui a été au bout de mes aventures. Mais derrière, il y avait Susanna qui était dans l'ombre. Et elle en a souffert. Et je ne me suis pas rendu compte qu'elle en a souffert. Tu vois, quand il y a la lumière qui s'est allumée sur moi, avec les médias et ainsi de suite, quand j'arrivais quelque part, Susanna portait les valises, tout le monde fonçait sur elle en disant « Oh, ça va Philippe, vous n'avez pas trop... » Et là, personne ne lui posait la question. Tu vois, quand Susanna va faire les courses, par exemple, à la grande surface, quand elle rencontre des amis, la première question que les gens lui posent est « Comment il va Philippe ?» Mais moi, elle, Ouais. comment elle va, C'est-à-dire elle? qu'ils se retrouvent transparents. Et c'est ça, ils n'existent pas. Les aidants n'existent plus, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une douleur en permanence d'être aidant, parce qu'on n'existe plus. Et tu sais, l'aider, c'est un peu comme un enfant. Plus l'aidant dit oui, plus l'aider va en demander. Oui. C'est sans fin. Et moi, je ne me rendais pas compte de sa souffrance. Et plus je lui en demandais, plus elle disait oui par amour, parce qu'elle avait peur de me décevoir. Et donc, je ne me rendais même pas compte de sa souffrance. Et en général, c'est ça aussi, les aidants. C'est peut-être le message pour eux. Des fois, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à son aidé. Calme-toi, mec. Parce que moi aussi, il faut que je lui dise quoi. Et ça, Susanna n'a pas su le dire, et elle a su le dire en écrivant son livre. Et alors donc, au-delà de ce livre témoignage et du fait que toi tu en parles beaucoup, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour qu'on rajoute de la reconnaissance justement aux aidants? Ben, ce que je Qu'est-ce disais tout à l'heure, qu'on peut faire je pense que c'est une reconnaissance de l'État de dire avoir un statut des aidants. Peut-être après, vraiment, tu vois, peut-être avec ce statut des aidants, derrière, dire bah, voilà, j'ai été aidant toute ma vie, j'ai aidé mon enfant ou mon parent ou mon épouse ou mon mari. Et derrière, je pense que j'ai le droit à un petit peu mieux que le minimum vieillesse, quoi. Et il y a des Je vous ai pays rien qui font demandé pendant mieux toute que ma vie. la France sur ce sujet-là? Après, non, j'ai pas cette info. Après, c'est vrai que en termes de handicap, il y a des pays où c'est merveilleux, c'est les pays anglo-saxons, ainsi de suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faudrait que je t'explique, mais c'est culturel. C'est dès la Première Guerre mondiale, on a caché nos gueules cassées. C'était pas beau de voir un blessé, donc on les a cachés. Deuxième Guerre mondiale, on a fait la même chose. Aujourd'hui encore, quand tu as quelqu'un... Tu sais, aux États-Unis, un soldat qui rentre, excuse-moi, avec une balle dans les fesses, c'est un héros. C'est un héros national, le mec. On va tout faire pour lui. Donc, on a adapté la ville dès la Première Guerre mondiale aux États-Unis, au Japon, dans les pays anglo-saxons, dans les pays du Nord. Tout est adapté. En France, on a caché les personnes handicapées. Et c'est seulement depuis la loi de 2005 que le handicap existe. Et qu'est là qu'il faut rattraper ce retard. Et se rattraper aussi le retard des mentalités. Voilà, c'est pas seulement des textes ou des lois, c'est aussi des mentalités, c'est le regard des la gens. culture. Mais ouais, la culture. Parce que culturellement parlant, on n'existait pas. Avant la loi de 2005, on n'existait pas. Et c'est seulement depuis 2005 que les enfants vont à l'école ordinaire, qui veulent accéder aujourd'hui du fruit de leur travail, qui veulent vivre du fruit de leur travail, être autonomes. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense on y arrive. Hein. Tu sais, je suis quelqu'un de très optimiste. Je préfère avoir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc, et quand le verre est à moitié vide, je prends un verre plus petit, comme ça il est vite plus plein. Donc, non, mais franchement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est technique. Mais voilà, je pense que notre société, elle évolue dans le bon sens. Regarde le film de Artus, un petit truc en plus de 10 millions, le film Intouchable. Dès que tu as une fiction à la télévision, ça cartonne. Ça veut dire que les gens sont prêts. Les Jeux paralympiques ont été une révolution. Oui. La première révolution, c'était Londres 2012. La deuxième, ça a été Paris 2024. Et ça, j'en suis sûr. Merci Philippe pour ce partage plein de sincérité et de vécu. On passe maintenant à ton actu. Ton actualité, Philippe Croison, c'est cette application VIP, Very Important Parking. Ouais. Very importante personne, puisqu'il est grand temps qu'on devienne des personnes importantes. Exactement. Alors, tu l'as lancé en janvier dernier. C'est une appli gratuite qui géolocalise les places de stationnement réservées aux titulaires d'une carte CMIS, c'est-à-dire une carte mobilité inclusion mention stationnement. Alors, d'où vient l'idée? On était dans mon bureau et je dis je galère pour trouver des places de parking et tout ça quand je vais faire mes conférences et tout. Et là, on se dit et si on crée une application, on regarde ce qui existe. On dit, waouh, il n'y a rien, quoi. Enfin, ou alors 2-3 trucs à droite, à gauche, mais il n'y a pas vraiment une application. Et tu l'as bien compris, je ne suis pas dans ce domaine-là, Thierry non plus. Et je dis, on va vivre ça comme une aventure humaine. Comme mes aventures, traverser la Manche ou voyager 5 continents. On va monter une équipe.
Et donc, j'appelle des ingénieurs, j'appelle des gens pour créer l'application et ainsi de suite. Et on monte une petite équipe avec Marc, celui qui a créé l'application, un jeune qui est vraiment extraordinaire. Et on monte ça tout doucement. Et on a été surpris de la traînée de poudre que ça a mené. Tu vois, en 5 mois de temps, presque 8 mois maintenant, pardon, il y a plus de 45 000 personnes qui l'ont téléchargé. Les gens l'utilisent à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment génial. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas arrêté au parking. Quand on s'est dit, mais une fois qu'on est garé, ça veut dire qu'on va aller quelque part. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déclaré tous les lieux publics accessibles. C'est-à-dire les restaurants, les plages accessibles, les toilettes accessibles. Là, on veut mettre les bancs publics pour que les papis et mamies puissent trouver un banc le plus rapidement possible. Tu vois, tout ce qui est accessible en France, aujourd'hui, les commerçants qui nous écoutent, ils peuvent déclarer leur commerce. Ça y est, ils vont sur l'application, ils la téléchargent. L'application est gratuite. Elle est sur tous les stores, Very Important Parking. Ils téléchargent l'application et ils déclarent leur commerce accessible. S'il y a une porte automatique, s'il y a une rampe et ainsi de suite. Ils peuvent tout ça pour dire qu'on veut rendre une société accessible. Donc, et ça, l'application le fait. Et ça, c'est vraiment génial. Bravo. Encore une fois, tout est possible. Encore un défi, encore une fois, tout est possible. Et tu as réussi à lancer cette appli-là, à la développer, à la financer, à faire en sorte qu'elle existe et qu'elle soit une réalité pour 45 000 personnes aujourd'hui et pour beaucoup plus. Et là, on vient de la développer en Suisse. La Suisse nous a demandé de la développer chez eux. Donc voilà, c'est une accélération en permanence. Donc c'est vraiment chouette. Bon, eh bien encore un défi réussi pour Philippe Croison. C'est le moment pour nous de passer à la séquence finale de cette émission, le Quizella. Le Quizella, c'est très simple, c'est une séquence de questions-réponses assez rapide. Donc je te pose des questions et tu y réponds le plus vite possible. Attends, avec quelques mots. Ouais, c'est bon, j'ai l'impression qu'il n'était pas en panne depuis le début. Tout va bien, ça va même très vite. Alors, un mot pour décrire ton état d'esprit avant chaque défi. Optimiste. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait. Oh là là, bravo. Enfin, on n'y croyait pas et t'as été au bout, quoi. Ça, c'était les partenaires, franchement, qui... Bravo, merci, ouais. Ta potion magique à toi, ce qui te rend plus fort. Ma potion magique, c'est tout est possible. C'est que quand je me lève le matin, déjà, je vais devant le miroir. La personne qui arrive pour m'aider, je me regarde et je fais un petit sourire. Je dis bonjour, passe une bonne journée, mec. Et ça y est, c'est parti. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit comme Superman, tu sais, qui affaiblit par... Le partage avec les gens. J'adore partager. Enfin, je peux mais pas... ça te renforce. Hein ? La kryptonite, c'est ce qui t'affaiblit. Ah oui, pardon. Ah non, c'est pas Ah oui, non, pardon. Ah oui, la kryptonite, c'est vrai, c'est le truc qui affaiblit. C'est le truc qui te démoralise un peu. Il y a encore des réactions encore humaines qui me font chier, quoi. Tu vois, les gens qui se garent sur les places PMR. Toi, à Paris, il y a à peu près entre 20 et 30 000 fausses cartes de stationnement qu'on achète sur Internet. Donc, il y a des abrutis qui achètent ça pour aller se garer sur les places PMR parce que le parking est gratuit. Donc là, je pense que j'aille me balader peut-être avec le ministre de l'Intérieur pour aller faire 2-3 trucs. Est-ce que tu pratiques un exercice mental pour commencer ta journée ? Je crois que tu nous as dit que tu étais c'est là où tu te dis salut, passe une bonne journée. Exactement, ça c'est mon exercice mental, mais j'ai beaucoup travaillé mon mental. Je fais de la cohérence cardiaque et de l'auto-hypnose pour m'apaiser, pour m'endormir le soir. Je prends plus de médicaments pour dormir, donc je fais de l'auto-hypnose, de la cohérence cardiaque et je m'endors tranquillement. Le nouveau défi que tu veux réaliser ? Dormir. Ça ferait défi. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça va être dur. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi ? L'esprit pionnier, pour moi, c'est oser. Oser, c'est oser tout le temps, oser. Ouvrir les portes, même si c'est marqué interdit. Va l'ouvrir, mec. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la prochaine personne qui viendra dans les pionniers ici ? Je te souhaite une belle émission qu'on vient de passer, parce que c'était vraiment chouette, je te remercie. Oh, merci Philippe, c'est trop bien. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, que souhaiterais-tu leur dire ? Tout est possible. L'impossible, c'est juste vous. C'est personne d'autre. À vous de jouer. Merci de t'être prêté au jeu. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée. Michel Fugain, Fais comme l'oiseau. Pourquoi tu l'as choisie ? Parce que ça vit d'air pur et d'eau fraîche. C'est libre. Tu sais, je suis mort le 5 mai 94. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. C'est du bonus. Donc tout va bien. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Philippe Croison de nous avoir fait entrer dans ton monde de défis, d'humanité et d'optimisme. Quant à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes, ainsi que les podcasts, nos réseaux sociaux et du contenu exclusif sur lespionniers.tv. À bientôt, bonne semaine et merci beaucoup Philippe. Merci à toi. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.